sur les 40% d'abattement sur les dividendes. Vaut mieux, quoi. Ça, c'est plus intéressant. Non, mais c'est pas moi qui ai abordé le sujet, donc je me permets de vous répondre. Non, si, c'est vous qui avez abordé le sujet de la CSG. Moi, je vous ai rien demandé. Je parle de l'abattement de 40% sur les dividendes. L'abattement de 40% sur les dividendes, ça obéit à un principe que, je crois, la personne en qui vous avez confiance on passe à autre chose après. Merci. Justifiera à vos yeux si je n'y parviens pas, et qui s'appelle d'éviter la double imposition. Il y a un grand principe en fiscalité, c'est qu'on invite de frapper 2 fois la même somme avec 2 impôts différents. Il y avait un système qui s'appelait l'avoir fiscal. Quand une entreprise distribue des dividendes, il se trouve qu'elle distribue des dividendes après avoir acquitté l'impôt sur les sociétés. Et donc il y avait un avoir fiscal pour tenir compte du fait que ces sommes avaient déjà payé en partie l'impôt. Les 40% d'abattement sur les dividendes sont tout simplement les héritiers de l'avoir fiscal pour éviter que ces dividendes ne paient 2 fois l'impôt sur la totalité. Et donc ces 40%, on les a maintenus. En revanche, ce que vous n'avez peut-être pas vu, c'est que dans cette réforme fiscale, on a supprimé l'abattement forfaitaire et pour un individu et pour un couple, et que c'est cette suppression-là qui rapporte beaucoup d'argent en 2013. Les déficits publics, Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il est nécessaire, selon vous, de réduire la dette maintenant, je dis bien la dette maintenant, de notre pays? Mais ça dépend quelle analyse on a de la situation. Si on pense que la dette est le résultat d'une simple mauvaise gestion, eh ben alors on rectifie. Si on pense qu'on est dans une situation historique ordinaire, ben alors on rectifie. Mais si on a le sentiment, au contraire, que c'est une crise terrible, qui a une racine non pas dans la mauvaise gestion, mais dans les prédations du capital et le rôle excessif de la finance dans l'économie, qui tue les entreprises et qui impose dans toutes les entreprises des normes de fonctionnement telles qu'elles sont asphyxiées, si on pense que c'est ça la crise, que c'est la crise du capitalisme, que c'est la crise du productivisme, alors non, ce qu'on est en train de faire est fou. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'éteindre tous les feux partout. Dans tous les pays, ce sont des politiques d'austérité qui donnent invariablement le même résultat à la marche à la récession. Je vais vous dire, moi je ne veux pas affoler, je n'aime pas peindre noir sur noir. Mais à l'instant, on citait Jacques Généreux qui se trouve derrière moi. Je pourrais citer d'autres. Jacques 3 Sapir. fois dans la soirée, c'est la soirée Jacques Généreux. C'est un très grand ami qui écrit des livres que M. Cahuzac devrait lire et dont il devrait s'inspirer. Notamment celui où j'ai fait la préface qui s'appelle « Nous on peut », qui montrera comment on peut gouverner contre les banques. Mais comprenez bien ça. Tous nous pensons que la situation va se dégrader terriblement cette année. Mais au début, il n'y avait que nous, le Front de gauche et les économistes atterrés et ceux qui participent de cette mouvance. Mais maintenant, ce sont même ceux du FMI. Ce sont des spécialistes de toutes sortes qui disent « Mais vous voyez bien », des prix Nobel d'économie qui disent « Vous voyez bien, vous êtes en train de tuer l'économie européenne. » Et c'est la première du monde, 25% du PIB mondial. L'Europe qui est en train de s'asphyxier sous ces absurdes traités et sous ces normes d'austérité, est en train non seulement elle-même de s'asphyxier, mais d'amener le monde entier à la récession. Et de cela, il sortira des événements terribles. Donc, il ne faut pas faire cette politique, il faut faire le contraire. Relancer l'activité, mettre à contribution la Banque Centrale Européenne autant qu'il le faut, au moins autant que l'a fait la Banque Fédérale des États-Unis d'Amérique. De manière, et c'est pourquoi tout à l'heure je parlais de la mer, Jérôme Cahuzac, là, réfléchissez-y un instant. Je ne l'ai pas dit pour me faire plaisir ou pour vous montrer que je m'intéressais à la mer. C'est que vous connaissez comme moi les mécanismes de l'économie. Pour qu'une économie fonctionne, et qu'elle fonctionne d'une manière écologiquement responsable et socialement responsable, il faut qu'il y ait un volant d'entraînement. C'est pourquoi je dis, allons de ce côté, parce qu'il y a des millions d'heures de travail qui sont là, en machines à installer dans l'océan, en désamiantage, comme je l'ai dit, des bateaux, et ainsi de suite. De la même manière que dans le progrès social, il y a des millions d'heures de travail pour les personnes dépendantes. Il y a des millions d'heures de travail, il y a des besoins de formation. Vous êtes pris à partie, je vais vous le dire, pris à partie, pardon, vous êtes interpellé sur un point, la compétitivité. Ce n'est pas qu'une question d'argent qu'on donne aux entreprises de manière aveugle, comme vous êtes en train de le faire. La compétitivité, c'est d'abord les êtres humains. Leur capacité à produire. Dans ce pays, vous avez 2,5 millions de personnes illettrées. C'est une souffrance terrible d'être illettré, dont le tiers est au travail. Est-ce que vous ne croyez pas que la première politique consiste à ramener tous ces gens au niveau de connaissance et de maîtrise de la langue qui leur permet de vivre comme tout le monde? Vous voyez, Jérôme Cahuzac, ce que je veux vous dire, voilà ce qu'il faut faire, du développement et du progrès humain, du développement social, du développement écologique. Le contraire de votre histoire, de serrer la gorge comme vous êtes en train de le faire à tout le monde. Alors, le gouvernement s'est engagé, je rappelle, Jérôme Cahuzac, à ramener les déficits à 3% du PIB en 2013. En plus, Jean-Luc Mélenchon, et c'est un fait, un certain nombre d'économistes pensent que le remède est devenu trop violent et même risque de tuer la croissance. Que leur répondez-vous et que lui répondez-vous?
Toute mesure d'ajustement budgétaire a une conséquence de nature récessive. Je ne le conteste évidemment pas. Et si nous avons fait davantage de choc fiscal que de choc d'économie dans la dépense, c'est parce que sur le court terme, on pense que cette disposition-là, ce mélange entre l'économie dans la dépense et la fiscalité est moins récessif que ne le serait l'inverse. Sur le long terme et le moyen terme, en revanche, nous pensons que c'est l'inverse, qu'il vaut mieux faire des économies dans la dépense que d'augmenter les impôts. C'est la raison pour laquelle on augmente les impôts d'abord, tout en faisant des économies, puis progressivement, nous ferons de plus en plus d'économies dans la dépense. Au fond, le débat avec Jean-Luc Mélenchon n'est pas de savoir s'il faut une pincée d'économie ou une grosse pincée d'impôts. Le vrai débat, la vraie question, si j'ai bien entendu ce qu'il disait, est bien de savoir si on peut continuer à s'endetter ou pas. C'est en tout cas la question que si vous on posez. continue à s'endetter, le cas échéant, comment on finance cette dette et qui paye? Là, on a une divergence de fond. Ça ne veut pas dire qu'il est moins de gauche que moi ou que je le serai moins sur ce sujet qu'il ne semble l'être. On a une divergence. On a une divergence pour un certain nombre de raisons qui me tiennent à cœur, mais je ne suis pas le seul. La première, c'est que malheureusement, pour financer cette dette, il faut emprunter. Malheureusement, pour emprunter, il faut aller sur les marchés, notamment étrangers. Je dis bien malheureusement. Et que donc cette dette, tant qu'elle est à ce niveau-là, considérable, 1800 milliards d'euros, tant qu'elle est à ce niveau-là, elle est un abandon de souveraineté nationale. Peut-être pourrait-on se rejoindre avec Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet. Nous désendetter, c'est aussi retrouver notre souveraineté nationale. C'est permettre à la France de parler à nouveau fort et de manière respectée, manière que malheureusement elle a progressivement abandonnée, notamment ces 10 dernières années. Deuxièmement, la dette, c'est un véritable impôt à la naissance. Ceux qui naissent aujourd'hui, il n'y a aucune raison de leur faire payer nos dettes. Aucune. Il s'agirait de dettes contractées pour investir. Après tout, on peut penser que les générations suivantes vont profiter des écoles, des routes, des hôpitaux, des universités, ça oui. C'est ce que vous suggérez, Jean-Luc Mélenchon, il y a un instant. On s'endette malheureusement bien peu pour investir. D'ailleurs, je ne lui demanderai pas, il va se fâcher, mais si je demandais à Jean-Luc Mélenchon combien l'État, depuis maintenant des années, consacre, l'État lui-même, combien l'État consacre-t-il sur son budget à l'investissement physique d'infrastructures? Mais c'est pathétique, le niveau auquel l'État investit aujourd'hui pour un pays comme la France. C'est absolument pathétique, tellement c'est dérisoire. Et pourquoi est-ce si peu? Précisément parce que, malheureusement, et chaque année, il faut rembourser ce qu'on a emprunté. Et plus on empruntera, plus il faudra rembourser. Et le remboursement de la dette, c'est devenu le premier poste budgétaire du pays. Moi, je ne m'y résous pas, ni à cet abandon de souveraineté, ni à cet impôt à la naissance. Alors, on s'est endetté à un point tel que maintenant, il faut rembourser. Alors, j'entends bien, certains disent, on va rembourser facilement. On ne rembourse jamais facilement. Je crois que c'est... Enfin, je ne prétends pas que vous ne soyez pas sincère, je pense que vous l'êtes. Mais je pense que, de la manière la plus sincère qui soit, vous trompez un peu votre monde en disant qu'on va pouvoir rembourser facilement et qu'il suffit d'eux. Il suffit d'imposer à la Banque Centrale Européenne, par exemple. Mais, Jean-Luc Mélenchon, vous avez voté le traité de Maastricht, vous l'avez même défendu sur les tréteaux. Il fallait peut-être y penser avant de le voter. Il fallait y penser avant, Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est le traité de Maastricht qui rend la Banque Centrale Européenne indépendante. Et je vais vous faire un aveu. Nouveau, je vais vous faire un aveu que bien peu connaissent. Oui. Moi, j'ai voté contre. Précisément parce que je ne voulais pas la Banque Centrale Européenne soit indépendante. C'est vous qui aviez raison et moi qui avais tort. Oui, et vous avez continué à avoir tort en refusant le traité constitutionnel européen. Parce que là, pour le coup, j'avais raison et j'ai voté pour et j'ai fait campagne pour. Parce que ça a amélioré les choses. Et donc, de manière assez curieuse, vous avez voté ce qui dégradait, vous avez refusé ce qui améliorait. Donc là, on n'est pas d'accord. Et donc, la Banque Centrale Européenne, comme elle est indépendante, vous aurez beau regarder M. Draghi ou ses successeurs, s'il en a un jour, les yeux dans les yeux, et lui expliquer qu'il y a du travail à faire en mer, qu'il y a des bateaux à désamianter, et qu'il y a évidemment de la souffrance sociale en France comme ailleurs. Vous aurez beau lui expliquer tout ça, y compris avec les mots les plus convaincants que vous savez trouver. La Banque Centrale Européenne, si elle ne veut pas, elle ne fera pas. Et pour ça, malheureusement, l'éviter, il fallait y penser avant de voter Maastricht, M. Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Donc, rembourser, ça ne se fera pas facilement, M. Mélenchon. Ça ne se fera pas facilement. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais j'insiste. Oui, j'ai bien Parce que faire croire qu'on va rembourser 1800 milliards. Faire croire, vous m'avez dit tout à l'heure de parler fort, si je parle trop fort, vous me le dites, je baisserai d'un ton. Donc, faire croire qu'on va rembourser ces 1800 milliards d'euros facilement, comme ça, un peu comme par magie, par un tour de passe-passe, c'est se foutre du monde. D'accord. Ça y est? C'est fini? Pour l'instant, oui. Alors, il y a quand même plusieurs sujets qui ont été pris, et il faut y répondre. Parce que, oui, il y a un clivage de fond entre nous, c'est cette histoire des traités européens. Alors, je vais d'abord commencer par balayer cet élément de l'argumentaire socialiste que j'ai déjà entendu 50 fois. Mais enfin, il faut recommencer sur tous les plateaux de télévision. Oui, j'ai voté oui au traité de Maastricht.
J'ai voté oui au traité de Maastricht. Je n'en veux pas, hein, ça fait 20 ans. Et j'ai fait mon bilan. Comme je me suis demandé, j'ai cru loyalement ce qu'on m'a dit à l'époque. On m'a dit, si vous votez le traité de Maastricht, vous allez clouer, je vous parle là les propos du président Mitterrand, les mains des Allemands sur la table et ils ne pourront plus conspirer contre votre monnaie. C'était ça l'argument. Je l'ai cru. Je l'ai cru comme d'innombrables socialistes. On pensait que plus on ferait de l'intégration et plus ça avancerait. Eh bien, c'est le contraire qui s'est produit. Quand arrive le traité constitutionnel en 2005, détail qui ne vous aura pas échappé, cher Jérôme Cahuzac, contient le traité de Maastricht, le traité de 2005. Il contient le traité de Maastricht. Il contient tous les autres traités. Car c'était la refonte de tous ces textes en un seul. Eh bien, moi, j'ai fait le bilan et j'ai dit cette méthode est mauvaise. Par conséquent, Cahuzac, qui commence par voter non, il vote ensuite oui, exactement la même chose à quoi il avait voté non avant. Donc, on va mettre ça de côté, si vous voulez, parce que ma cohérence politique est totale dans cette affaire et que j'ai au moins l'honnêteté de vous dire la chose suivante. Tel qu'est le texte européen, je ne l'accepte pas. Et si un jour j'ai des responsabilités importantes dans ce pays, on reviendra sur ces traités. Parce que la France n'est pas la 5e roue du carrosse. C'est la 2e puissance du continent. Nous sommes la 2e économie. Nous serons bientôt la 1re population. Alors le banquier central, il ne parle pas trop fort à la France. Il est obligé de tenir compte de la France parce qu'on ne fait pas l'Europe sans la France. Et on ne fait pas une banque centrale sans la France. Maintenant, quand vous parlez... Ça règle le problème des 1800 milliards, parce que c'est ça ce que vous avez dit fort, ce sur quoi vous interpelle la Banque centrale, elle est faite. Hein. Mais elle est faite, la Banque centrale. Attendez. Pardon ? Elle est faite, la Banque centrale. Oui, oui. D'accord, elle est faite et on se résigne, on ne dit plus rien, on prend c'est pas son qu'on verre se à la résigne, main c'est et on fait du Cahuzac, on serre les trucs de tous les côtés et on asphyxie le peuple. Vous savez ce qui va vous arriver, Jérôme Cahuzac ? La même chose qu'à Papa Andréou. Un plan d'austérité, les recettes de l'État diminuent, le déficit se creuse. Si vous n'avez pas 0,8 de croissance, vous essayerez quand même d'atteindre les 3%. Donc vous ferez un deuxième plan d'austérité. Avec celui que vous venez de faire le double de Fillon. Parce que Fillon, il a fait 17 milliards, vous en avez fait 37 plus 30. Voilà où vous en êtes, Jérôme Cahuzac. Et vous serez Cahuzac-Andréou, avec Hollande-Réou, d'un plan à l'autre, austérité et austérité et encore austérité. Mais arrêtez de faire le clown, vous méritez mieux que ça. Ne me traitez pas, s'il vous plaît, de clown, monsieur j'arrête de vous Cahuzac. traiter de clown quand vous cesserez de le faire. Oui, et bien c'est pas à vous d'être l'arbitre des gras sur ce plateau. Chacun aura noté quel sens vous avez du respect de l'autre. Moi, je ne vous traite pas de clown, ni de corrompu, ni de rien. Je n'écorche pas votre nom, moi. Alors, essayez, s'il vous plaît. Votre nom. Essayez, et il manquerait plus que ça. Bah, écoutez, vous vous êtes permis de le faire pour moi, je me suis donc permis de vous traiter de clown. Si vous voulez qu'on arrête, on arrête. Je vous propose qu'on passe à autre chose. Non, simplement sur la question vous êtes des 1800 incroyablement milliards. arrogant, vous supportez pas qu'on vous réponde. C'est une accusation ridicule. Donc maintenant, Oui, en fait, Jérôme Cahuzac a été au pôle financier à partir de 3h. Il est resté 1h30 avec Renaud Van Ruynbeck et Roger Leloir. Et ensuite, il a quitté le pôle financier. Il s'est rendu ici au cabinet de Jean Veil. Rien n'indique d'ailleurs qu'il reste toujours ici en compagnie de son avocat. Il a peut-être été exfiltré. Alors, ce qui est étonnant, c'est la volte-face de Jérôme Cahuzac et le communiqué qu'il a publié par l'intermédiaire de son blog où il avoue avoir un compte à Singapour depuis une vingtaine d'années, un compte qui était auparavant en Suisse, sur lequel est détenu 600 000 € et qu'il rapatriera bientôt sur un compte bancaire. D'ailleurs, il a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale et surtout, Jérôme Cahuzac est dit avoir mené une lutte intérieure taraudante pour tenter de résoudre le conflit entre le devoir de vérité et le fait qu'il dit qu'il a manqué à ce devoir et le souci de remplir les missions qui lui ont été confiées. Il avoue être plein de remords et demande pardon au Premier ministre et à ses anciens collègues du gouvernement. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Jérôme Cahuzac est donc passé aux aveux. Il reconnaît avoir possédé un compte à l'étranger. Comment vous réagissez ? Comme beaucoup de gens, d'abord on est stupéfait et puis ensuite on est absolument dégoûté. Et voilà le prototype de ce qu'on appelle un salaud, au sens du philosophe Sartre, c'est-à-dire quelqu'un qui a pour soi sa bonne conscience et qui n'hésite pas à impliquer tous les autres sans aucune considération pour salaud, la signification morale. Le mot est très dur. Oui, on en prend un autre si il vous indispose. Mais c'est ça que je veux décrire. Ce n'est pas un comportement... Quel autre mot vous auriez pu purement, employer ? C'est l'esprit de caste, l'oligarchie, des gens qui se sentent au-dessus des lois, au-dessus de tout, qui sont capables de mentir avec un aplomb absolument extraordinaire, d'entraîner tous les autres dans leurs mensonges. Vous avez vu à quel ton arrogant il me parlait dans notre entretien. Il savait tout, il était la vertu incarnée. C'était à l'émission Me Croisez, tout le monde ne l'a pas vu. Non, mais moi j'y ai participé. Par conséquent, elle laisse en moi des souvenirs extrêmement vifs de quelqu'un qui pratiquait une morgue hautaine
à l'égard de tous ceux à qui il s'adressait, qui n'hésitaient pas à recourir à l'injure. Enfin, c'est ce personnage dont nous découvrons maintenant qu'il était un menteur. Mais, et aussitôt, le soupçon se propage. Enfin, comment se fait-il que Mediapart et les juges aient pu trouver en quelques semaines et que d'autres, dont c'était le métier, eux, ne trouvent rien? Monsieur Cahuzac lui-même nous avait dit qu'il avait fait l'objet d'une enquête du fisc avant de prendre ses fonctions. Alors on s'était dit, oui, ça doit être l'usage. On fait une enquête pour savoir si le ministre du Budget, le ministre de l'Économie et des Finances sont clairs devant la loi. Donc cette enquête n'a rien donné. Jean-Marc Ayrault, hier soir, dans le 20h de France 2, disait qu'il n'était au courant de rien. Est-ce que vous pensez que c'est crédible? Vous le croyez ou pas? Non, je ne le crois pas. Maintenant, je ne crois plus personne. 4 décembre 2012, révélation de l'existence du compte Cahuzac par Mediapart. 2 avril, aveu mis en examen Jérôme Cahuzac. 4 mois, vous allez être auditionné par la commission d'enquête parlementaire. Edwy Plenel vous accuse d'avoir instrumentalisé l'administration fiscale pour protéger Jérôme Cahuzac. Qu'allez-vous dire à la commission? Nous n'en sommes plus tout à fait là. Vous situez des... ce que je veux dire, c'est, y compris dans les accusations d'Edwy Plenel, il va s'exprimer devant la commission d'enquête, je le ferai à mon tour. Ce que je veux vous dire, c'est ce que j'ai déjà dit devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, c'était il y a plus d'un mois. Et ce que j'ai constaté, c'est que depuis que je me suis expliqué de manière très claire, en disant la vérité, à savoir que l'administration fiscale avait fait tout ce qu'elle pouvait, tout ce qu'elle devait, qu'elle avait été irréprochable, exemplaire, sous mon autorité, eh bien, on n'en parle plus. On en reparlera devant la commission d'enquête. Moi, je respecte les parlementaires, j'irai devant eux, je prêterai serment, j'ai toujours dit la vérité, je dirai la même vérité. Et honnêtement, non, faire un procès à l'administration fiscale ou au gouvernement pour une faute qui est une faute personnelle, non, c'est peut-être un procédé politique, mais ce n'est pas une vérité. Donc, il n'y a pas de vérité à attendre. Pas de vérité, pas de révélation à attendre. Mais la vérité, c'est celle que vous exposez ce matin. La vérité, elle est très simple. C'est que jusqu'au jour où Jérôme Cahuzac a fait l'aveu qu'il avait menti, eh bien, personne, je dis bien personne, dans le gouvernement, n'était au courant de cela. Redis-moi tes mensonges. Tu sais si bien mentir que mon cœur même y prend plaisir. Avec toi, tendrement je me plonge dans un bonheur facile et qui suffit à m'étourdir.